Alors Béatrice, ne partez pas, celui qui part, je le note. Ne partez pas, il y a le symposium suivant, alors ce qu'on est dessus. Johnson & Johnson, comment l'innovation bouleverse les standards des implants intraoculaires en 2023, Béatrice. Oui, alors comme j'ai le micro, je voulais à mon tour vous remercier parce que cette interface homme-machine, elle nous donne une bonne leçon. M'écoute pas, mais c'est grave, je donne mon message, qui était de dire que, vous voyez, aujourd'hui, notre principal combat, c'est de garder contrôle, en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nos internes de demain, on vient de statuer sur la nécessité de leur enseigner le numérique en santé, le digital en santé, le deep learning, etc. C'est l'IA, parce que rien n'est mieux pour contrôler que de comprendre et de faire de l'IA un outil qui nous assiste et pas une concurrence pour le remplacement. Voilà, c'est ce message-là que je voulais vous annoncer, vous dire combien je partage, étant moi-même modestement investie dans ce secteur de l'IA en santé. Alors, à moi d'ouvrir ce symposium pour les survivants. Alors, merci, parce que vraiment, on est à plus de 700 inscrits cette année. Monsieur le Président, c'est une réussite, cette Saphir. La journée est longue, en tous les cas, pour ceux qui sont encore avec nous ce soir. Je pense que c'est sympa de pouvoir se poser la question, sous l'impulsion de Johnson & Johnson, très investi dans tout le portfolio des implants, sur le comment l'innovation bouleverse les standards des implants intraoculaires, considération un petit peu terre-à-terre. Et avant d'inviter mes collaborateurs sur ce symposium, Quentin de Bossredon, excusez-moi pour Quentin pour estropier votre nom, et avec professeur Vincent Dayen, on va essayer de se pencher sur cette problématique. Si Quentin et Vincent peuvent venir me rejoindre sur la scène, je me sentirai moins seule. Et à moi d'ouvrir le bal en vous invitant également à la réflexion du comment on peut essayer déjà de commencer par les classer. Parce que tous les 6 mois, l'industrie arrive en vous disant « je vous en ai inventé un, alors celui-là il est bon parce qu'il est encore meilleur que les autres, mais peut-être un peu moins bon pour les indications ». En bref, trop de choix, tue le choix, et trop d'informations conduit à la confusion. Donc nous y sommes, essayons ensemble de réfléchir à comment nous pourrions les classer. Alors on pourrait déjà se poser la question de dire mais pour quelle pratique? Il y a le chirurgien réfractif d'un côté, celui pour lequel le challenge c'est retirer les lunettes, il a l'expertise de l'optique, il connaît le risque. Le risque pour lui c'est d'opérer trop tôt et de faire sauter des cristallins trop clairs et de tendre à élargir les indications. Puis de l'autre côté vous avez le chirurgien de la cataracte, celui-là ce qu'on ne devrait plus qualifier de cataracte conventionnel, chirurgien classique, il doit lui comprendre que la chirurgie de la cataracte, elle est devenue réfractive. Donc il a un devoir. Il a un devoir de connaître les évolutions de l'optique et de comprendre qu'on peut atteindre les métropies, qu'on peut mettre la barre plus haute et même rendre son patient moins dépendant des lunettes en post-opératoire. Son devoir à lui, c'est d'offrir le meilleur en l'état actuel de la science. Donc nous devons effacer la barrière entre les deux et la cataracte devrait appartenir aux deux mondes. L'avancée des optiques aussi nous aide. Il faut les connaître, il faut les démystifier. Il y a des avantages théoriques et puis il y a les limites en pratique. Celles que nous, qui sommes les vendeurs des implants de l'industrie, auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Donc là, c'est l'information, c'est la sélection, ça c'est la clé du succès. On le dit depuis tant d'années. Et puis on a la gestion de ces patients demandeurs. Eux, en fait, ils sont informés par les médias, etc., qu'il y a des tas de solutions pour retirer les lunettes et il y a 2 populations. La presbytie, gros niveau d'exigence, il paye, il veut enlever ses lunettes. Cataracte. Cataracte qui, pourquoi pas, si tout est normal, pourrait se voir la barre un petit peu plus élevée en leur proposant des solutions qu'il n'a pas pensées, c'est-à-dire non seulement améliorer sa vision, mais pourquoi pas le faire avec moins de dépendance lunettes. Là, vous créez un patient demandeur. Et il faut savoir qu'un patient mieux informé que le médecin, peut être un souci pour le chirurgien qui ne pratique pas assez. Ça, c'est pour mettre un tout petit peu de boost au chirurgien de la cataracte conventionnelle. Mais un patient qui en sait trop, et parfois trop demandeur, ça, c'est pour les chirurgiens de la réfractive qui doivent aider à diminuer la hauteur de la barre. Ce que nous devrions faire d'abord, c'est discuter en classifiant selon le dessin. Il y a le biomatériau. Alors on a tendance, surtout en France, à préférer l'hydrophobe parce qu'il est classiquement moins pourvoyeur de PCO, parce qu'il a, bien sûr, à condition de ne pas induire du glistening, on sait qu'il est bien dans sa stabilité dans le sac. Gros débat.
jaune, blanc, jaune, qui jouerait sur la timide des patients. L'indice de réfraction élevé, ça c'est un vrai challenge pour l'hydrophobie. Il doit passer par une petite porte et quand il est hydrophobe, sa qualité de vision est moins bonne. Et on sait aussi qu'on doit le chauffer pour qu'il passe par la petite porte. Hydrophile, vous auriez tort de penser qu'il y a un implant hydrophile, il y a des hydrophilies. Et bien sûr, la popularité ou l'impopularité de dire que la PSO est plus précoce, mais l'hydrophilie, c'est plus souple, c'est meilleur en qualité de vision, et ça, peu d'entre nous le savent. Le dessin, on aime le bord carré, parce que c'est anti-PCO, on sait qu'on peut l'anguler ou non. En tous les cas, on aime bien quand l'implant est monobloc, avec peut-être des encensés, mais vous pouvez aimer 4 appuis, vous pouvez aimer le dessin navette. Pour sûr, la surface doit être lissée, apodisée, smoothée, peu importe, on veut une bonne qualité de vision. Puis vous allez aussi penser à l'implantation. Par quelle porte ça passe? Est-ce que c'est préchargé? Est-ce que l'injecteur est à piston? Est-ce qu'on l'envoie comme un suppositoire? Est-ce que l'injecteur est tout à fait bien contrôlé? Ce qu'il faut garder à l'esprit, et la France est bonne là-dedans, c'est qu'il faut ne pas trop dépasser le 2,2 mm, parce que si vous faites 2,2 plus une parasynthèse, vous restez en dessous du seuil astigmatogène. Donc au total, le dessin, pour ce qui est de la classification, c'est selon la conviction du chirurgien, dans son aisance, dans son principe et dans sa manipulation de l'implant. Alors, ce qu'on va finalement peut-être vraiment garder à l'esprit, c'est l'intérêt d'une classification selon le principe optique. Le minimum, c'est de viser la cible réfractive. Et ça, on le sait, parce que c'est pour ça que vous creusez les ménages à donner, la biométrie qui coûte cher, la kératométrie avec un bon film lacrymal, la bonne longueur axiale, l'effective position lens, nouveaux paramètres introduits pour affiner le calcul absolument ciblé de la puissance réfractive que vous visez. Vous pouvez viser les métropies, ce sera vision de loin. Vous pouvez viser la monovision, et pourquoi pas avec d'autres concepts optiques associés EDOF, eh bien, diminuer cette quantité de monovision pour avoir donc un bon compromis loin près pour un principe vieux de plusieurs dizaines d'années. Mais quand même, la moindre des choses, c'est le sphérocylindrique. Et on devait tous être d'accord, eh bien, sur la toricité. Aujourd'hui, il est indécent de ne pas viser une correction sphérocylindrique. Vous ne le feriez pas sur les lunettes de vos patients. Et donc, la toricité, dès qu'on est en monofocal, c'est à partir d'une dioptrie astigmatisme cornéen, donc détecté en topographie, et 0,75 pour les concepts multifocaux et même finalement EDOF. Alors, qui réfléchit à ce monofocal standard? D'accord, on sait tous que la lumière va aller à 100% sur cette rétine, mais qui réfléchit tous les matins à est-ce que mon implant est sphérique, aberration free ou aberration sphérique négative? Eh bien, en fait, cette question, vous devrez vous la poser bientôt quand vous avez géré la cataracte presbylasique. La sphéricité, elle a été admise dans les innovations de l'optique. Elle a été admise comme étant capable d'améliorer la vision mésopique. Avec une valorisation, marketing est oublié parce que dans la mesure où c'est remboursé, vous n'y réfléchissez même plus. Et donc, de règle, vous allez l'intégrer dans des implants dont vous ne connaissez même plus aujourd'hui la sphéricité. Hors de règle, eh bien, on va viser les métropies pour la vision de loin. La vision intermédiaire et de près, vous allez mettre des verres correcteurs et puis vous allez éventuellement challenger la monovision, notamment dans le décor de la myopie. Et voilà la cataracte dite conventionnelle. Alors on a les implants si pauvrement qualifiés de premium, un terme qui nous a pourri, un joli terme du marketing qui a créé un cran d'arrêt sur l'innovation de l'optique puisqu'à partir du moment où l'implant a basculé dans le premium, il est devenu payant. Alors on a un certain nombre de grandes familles que vous avez aujourd'hui tous à l'esprit, multifocaux, bi ou plutôt tri aujourd'hui, en tous les cas diffractifs. Ils existent d'ailleurs à mettre dans le sac, mais aussi en piggyback. Vous avez les EDOF. Alors, les EDOF avec un S, un même but, améliorer, transmettre le maximum de lumière à la rétine avec un minimum de halo et d'éblouissement, et c'est de contrecarrer les limites de la multifocalité sur la qualité de vision, mais en fait c'est des principes. Vous avez même de manière culottée le diffractif EDOF, qui reste un diffractif mais qui étend ses points focaux en zone focale, la modulation de la sphéricité, le trou sténopéique et plus récemment la modulation à partir du wavefront, c'est le fameux Vivity dont on vous a parlé et depuis ce matin, qui n'est pas, bien sûr, à faire figurer, rassurez-vous, dans le symposium Johnson & Johnson. On sait aujourd'hui qu'il existe des implants
hybride, qui essaie de faire un peu des deux. Si vous réfléchissez des héros pionniers des EDOF qui étaient pour la famille Johnson & Johnson de Symphony, on était déjà dans quelque chose de Canada Dry, où on essayait de rendre un peu EDOF ce diffractif. Alors, dans la première famille, c'est l'indépendance lunette, c'est l'implant de la chirurgie réfractive. Il enlève la lunette à tous les coups, mais il faut les mettre au pied absolu, et on sait que ça impacte la qualité de vision. Pour les EDOF, c'est moins ambitieux, mais peut-être la qualité de vision est meilleure, à condition de laisser un petit peu de mini-monovision pour optimiser la vision de près, mais point trop. Sinon, vous vous retapez des halos, etc., et vous allez perdre le bénéfice de l'EDOF. Et tout ça parce qu'aujourd'hui, quand on regarde nos besoins visuels, finalement, c'est essentiellement toute cette zone de vision entre 40 cm et 1 mètre. C'est ce qu'on appellera la vision sociale, qui, sur le plan sociétal, correspond à ces écrans, à tous ces outils et ces activités donc, de la vie quotidienne qui, aujourd'hui, appartiennent à tous les âges. Eh bien, alors, ils nous ont inventé une troisième catégorie. Alors, celle-là, elle est belle. Monofocale plus. Aspéricité ajustée, un tout petit peu, pas trop, pas tout à fait EDOF, pas du tout diffractif. Mais est-ce que quand même, un peu EDOF quand même? Eh ben, on vous dit, monofocal plus, c'est finalement l'EDOF gratuit. Excusez-moi de le dire de manière provocatrice, mais ça vaudra le coup que vous alliez demain sur les exhibits, essayer de comprendre où se met la frontière entre le monofocal plus et l'EDOF à part entière. Le monofocal plus visant à pour surtransmettre 100% la rétine, à optimiser une dimension monofocale, mais à pas trop perturber la qualité de vision pour avoir le droit peut-être un jour de piquer la place du monofocal standard et de devenir notre nouvel étalon. Puis de vous à moi, est-ce qu'on n'a pas envie de classer selon le modèle économique les implants qui sont sans extra-coût, qui sont intégrés au GHS remboursés, les monofocaux, les monofocaux plus, ceux-là finalement sont sympas, on n'a même pas besoin de trop expliquer aux patients puisque de toute façon c'est remboursé. Au pire, ils font monofocal, au mieux pour le même prix, ils feront un peu de vision intermédiaire. Puis on a en France un modèle qui n'aurait pas dû exister, mais pour lequel on s'est battu, le copaiement, qui a permis de donner au so-called premium de continuer à exister, qui sont tolérés depuis 2016. C'est le reste à charge, c'est-à-dire que le patient va avoir son GHS, sa cataracte, à condition que ce en soit une et que ce ne soit pas un cristallin clair. On a eu cette question traitée en lecture ce matin. Et à ce moment-là, vous allez payer le reste à charge sur l'implant. Puis après, il y a l'implant à charge totale, le Prelex, qui va payer tout son implant et toute sa chirurgie. Mais gardez à l'esprit que dès que le patient paye, sort 1 euro de sa poche, son niveau de demande augmente et son niveau d'attente est supérieur. C'est sûrement pourquoi les monofocaux plus sont un petit peu moins source de stress pour la majorité des chirurgiens. Est-ce qu'on a le droit, mesdames et messieurs de Johnson & Johnson, de classer selon le marketing? Et alors là, il va falloir lutter contre la concurrence avec un développement de portfolio complet pour chaque laboratoire. Il vous dit, moi j'ai monofocal, bien sûr, asphérique, je l'ai en multifocal, je l'ai en EDOF, et puis on a même un monofocal plus. Et puis pour tous, on a torique, puisque Mme Kochner, vous l'avez dit, l'astigmatisme cornéen, c'est le minimum à corriger. Alors là, vous allez vous retrouver avec des appréhensions des chirurgiens, puisqu'ils ont juste la trouille de la multifocalité. Ils savent que ça peut impacter la qualité de vision, qu'il faut sélectionner, causer aux gens. Et si on ne connaît pas bien l'implant, se mettre une nouvelle source de coronaire en difficulté et d'insomnie. Et donc l'EDOF est devenu un bon compromis parce que ça contourne un peu les obstacles, mais quand il est payant, il n'est pas plus difficile à positionner pour l'avancée pour nos patients. Et donc finalement, tout ça va dépendre du concept et des résultats visés, puis de l'expérience que vous allez vous en faire. Alors pour améliorer la pénétration sur le marché, l'industrie s'est pris la tête depuis plus de 10 ans, alors que des gens comme nous arrêtons pas de vous dire « c'est bon, ça enlève les lunettes, écoutez-nous ». Eh bien, on est toujours à 4-7% du marché autour de ces fameux premiums, et puis personne, même pas 40% de mettre des monofocaux toriques, et donc on a le fameux implant monofocal étalon qui reste la dominance. Donc, ils se sont dit, on va contourner au moins le problème marketing, on va contourner le problème financier et on va mettre une petite case d'introduction qui va peut-être démystifier le problème, les inviter à aller vers une implantation optimisée, une optique avancée, et on a donc mis en place ces monofocaux plus. Alors la classification, on peut aussi le faire sur la performance optique apportée. Ça, c'est nouveau. On se met du côté du patient.
Alors sur le banc optique, on sait qu'il y a des déperditions lumineuses, on peut vous faire des courbes de défocus, on peut vous faire de la barométrie, mais après on va passer sur la pratique. Et là, on va compter sur le patient. Il y aura une neuroadaptation, 1 à 3 mois. On sait qu'il va faire des halos, mais il faudra grader. Il y a une grosse différence entre le halo qui empêche de conduire et le halo auquel on pense que quand on demande s'il existe. Et donc, il faut quantifier la qualité de vision. Alors, il faut raconter, et il faut le savoir, que tous ces concepts qu'on évoque, même les EDOF, donnent des halos constants mais non invalidants, que les dysphotopsies ne sont pas le propre des multifocaux, ça existe sur les monofocaux, que la monovision, surtout quand elle dépasse 0,75, induit des halos, que la retouche cornéenne peut optimiser les multifocaux et cibler les métropies absolues, qui est la clé du succès, que la réfraction compliquée dans les EDOF est une réalité et vous ne pouvez pas prendre votre ticket de caisse du réfractomètre pour faire de la lunette. Donc, on est autour du compromis et vous n'aurez pas le choix parce que la cataracte monofocale conventionnelle, elle est totalement has-been, elle est indécente, elle devrait être interdite. On ne peut plus mettre un implant sans réfléchir à ce que l'on vise. Parce que le bonheur visuel, c'est quoi ? C'est un patient qui ne se rend même pas compte des différentes distances qu'il franchit. Et alors, à celui qui, sur les podiums, vous dit « j'ajuste selon les besoins du patient ». Vous connaissez un patient qui fait que du golf, une patiente qui fait que de la dentelle ou un patient qui fait que de loin? Le patient, son bonheur, c'est vivre en oubliant ses yeux. Et donc, quand on a dit ça, on cherche de la continuité. Et ça, la continuité, ça se mesure avec la vitesse de lecture, avec du défocus, avec la qualité de vie, avec la vision des contrastes. Alors, les questions persistantes, elles sont là, c'est le fameux long terme. On sait que pour le YAG, la question elle est déjà absolument claire. Il faut travailler sur un YAG qui n'entraîne pas de défocus. Il ne faut pas le faire trop tôt, mais on sait que c'est tout à fait une étape qui n'empêche pas le maintien des bons résultats. Et puis alors après, évidemment, et ce matin, on a vu ça au travers des vidéos, quid si la DMLA survient, quid si le glaucome survient, la stabilité dans le sac, est-ce qu'on aura peut-être un jour à échanger ces implants? Ce sera sûrement pour nos enfants ou pour nos machines. Ce serait une bonne idée de confier ça aux machines. Et donc, le risque rétinien du Prelex au long cours reste là. Nous, on est en train de travailler sur une grosse série avec plus de 15 ans de recul des implants multifocaux qui nous laisse entendre qu'une grande longueur axillodale 24, qu'un patient très jeune, en dessous de 54 ans, c'est des facteurs de risque pour s'exposer au risque majoré rétinien. Et finalement, la question qui reste posée, c'est est-ce que ces monofocaux avancés ne sont pas qu'une étape de plus du monofocal devenu asphérique qui va devenir un mini EDOF et qui va piquer la place du monofocal classique. Parce que vous voulez ça, vous voulez des courbes continues et vous voulez un peu ranger avec ce curseur. Vous voyez, au stade d'aujourd'hui, le vrai diffractif va être l'implant vraiment avec l'ambition du retrait de lunettes et puis vous glissez doucement avec un compromis, un moindre bénéfice visuel, mais un moindre risque d'effet secondaire minime. Et donc finalement, cet arbre additionnel, j'espère que pour vous, il ne représente pas un embarras du choix. Et donc, parce que je redis qu'un patient utilise toutes les distances et que son bonheur à lui, au final, c'est bien un bonheur d'oubli de lunettes et que ça se quantifie, ce bonheur, en acuité visuelle, en qualité de vision, en continuité de vision. Alors, vous voyez, c'est ça qui est désespérant. Vous regardez le marquescope, regardez ça, toujours 4-5%, en dépit de mon discours convaincant, on a toujours peu d'adhésion. La peur de la sélection, pas le temps pour informer, la trouille des effets secondaires, trop d'implants, on ne sait pas lequel choisir. Donc, cette réalité-là nous invite à essayer de démystifier et de vous donner donc des stratégies, encore une fois, de sélection. Et vous voyez ici que le SRS avait mené une enquête pour savoir, en fait, en termes d'embarras du choix, quels étaient les critères qui conduisaient à la confusion. Et finalement, je me dis que j'ai raison de vous avoir parlé du coût et évidemment de la préoccupation sur les effets secondaires. Et vous voyez que le trifocal dans nos pays européens reste la dominante et que doucement, bien sûr, va naître et va piquer un petit quartier supplémentaire, les monofocaux plus. Ça aussi, vraiment enquête intéressante de 2021 qui vous montre cette répartition avec, vous voyez, quand même une part de 51% de trifocaux, mais là, on est à l'ESRS, des users, des premiums, ce serait intéressant de cibler ça sur toute la population. Donc, en conclusion, je dirais qu'au final, la classification à ce jour, c'est selon le principe optique, ça c'est sur notre marché. Multifocaux, surtout trifocaux diffractifs, EDOF 4 concepts, et je redis encore une fois la modulation donc guidée par Westphal, des changements là aussi d'asphéricité.
Les monofocaux plus, avec ce gros point d'interrogation, parce que quand même certains d'entre eux sont étrangement EDOF, ou bien certains EDOF sont étrangement monofocaux plus. Le choix doit être fait sur l'expérience et la conviction du chirurgien. Et les perspectives, vous allez être un tout petit peu incité à améliorer vos pratiques, parce que demain, un questionnaire, un registre va se mettre en place, qui va donc recenser le ressenti patient. Et là, le questionnaire de vie, son bonheur visuel, la notion du bénéfice obtenu, la notion bien sûr de l'amétropie préopératoire et de son évolution dans le temps, peut-être d'autres paramètres à considérer, la longueur des bras pour vous aider dans le choix des implants et des performances notamment du trifocal ou des EDOF. Tout ça va amener à revisiter le décor de la cataracte, sa définition, harmoniser les objectifs des implants et puis, je l'espère, je regarde bien droit dans les yeux Johnson & Johnson et toute l'industrie, harmoniser les tarifs. Ça, ce sera sûrement un des objectifs qui aidera à l'adhésion, je pense, sur le marché par notre communauté. Nous savons qu'il y a de la norme derrière ça. Et donc la norme, elle vient des États-Unis. Elle vous définit ce que c'est qu'un implant EDOF. Et vous voyez, un implant EDOF, c'est pas un concept, c'est une performance. C'est un truc, un implant qui peut donner cette acuité visuelle intermédiaire supérieure à 0,2, on est en unité logarithmique. Il faut aussi de la notion de la défocalisation. Il faut une notion de continuité. Et donc vous voyez, cette norme ANSI, elle existe absolument et elle est très respectée, suivie par les laboratoires quand ils mettent leurs implants sur le marché. Et c'est ça qui arrive à vous classer ces grandes familles dont la liste ici, digne du catalogue de la Redoute, n'est pas exhaustive. Tous les 6 mois, il vous sort un implant. Il n'y a pas un laboratoire qui se positionne. Donc j'espère que j'ai aidé un peu, au moins à la réflexion, à défaut de faire le tri et de la classification finale. Mais il faut qu'on continue à bosser dur, parce qu'il faut qu'on fasse le tri quand même. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc maintenant, Quentin, vous allez nous parler de votre expérience, vous, avec justement le monofocal de dernière génération. Exactement. De la famille Johnson & Johnson. Merci beaucoup pour cette introduction, Madame Kochner. Merci au labo Johnson & Johnson de m'inviter à vous partager ma modeste expérience. Donc moi, je suis installé depuis 4 ans en libéral, après avoir fait un clinica à Bordeaux sous la houlette amicale du professeur David Touboul. Donc je suis là pour vous parler de mon expérience de l'implant High-End, qui est un implant monofocal de nouvelle génération, un implant monofocal amélioré. On en a vu avec le dynamique exposé du professeur Kochner que la terminologie était un peu pléthorique. L'idée, c'est d'avoir une hyperaspéricité qui est répartie de manière harmonieuse, qui apporte un petit peu de profondeur de champ. Cet implant existe dans sa version torique avec des aptiques qui ont été dépolies pour améliorer la stabilité rotationnelle, qui était un petit peu le défaut reproché à la première plateforme, première génération de techniques toriques. On a maintenant 4 ans de recul depuis la sortie de ces implants au niveau européen, des publications qui sont pléthoriques, une première étude de l'équipe de Florence qui avait porté sur 40 yeux une comparaison directe de patients qui étaient implantés de façon bilatérale, soit c'était des ZCB bilatéraux, soit des IENS bilatéraux, et on a évalué la sensibilité au contraste, l'OSI, l'acuité visuelle corrigée, non corrigée, en distance et intermédiaire, et ça nous a permis de créer des courbes de défocus, avec un défocus qui est estimé d'environ 1 dioptrie chez ces patients grâce à l'implant High-End, avec une acuité visuelle de loin corrigée et non corrigée qui est identique, aucune perte de champ sur la qualité de la vision de loin. C'est vraiment ça qui est important quand on a un nouvel implant qui se positionne comme apportant un petit quelque chose sur la vision intermédiaire, c'est est-ce qu'au moins je peux envisager pour mes patients de remplacer mon implant classique avec une bonne vision de loin sans craindre d'avoir une déperdition à ce moment-là. Et il n'y a aucune perte sur la vision de loin et un petit gain sur la vision intermédiaire. De manière intéressante, parce que ce qui compte, comme Mme Kochner le disait, c'est d'avoir le ressenti du quotidien des patients. Il y avait 20% des patients implantés en ZCB, donc en technique standard, qui rapportaient pouvoir se passer de lunettes en vision intermédiaire, alors qu'on montait à 90% des patients, c'est 20% des patients avec l'IENS qui avaient besoin de lunettes en vision intermédiaire et 90% des patients en monofocal classique. Donc avec un vrai gain d'autonomie sans lunettes sur la vision intermédiaire grâce à l'IENS. Une grosse étude parue dans le JCRS d'une équipe allemande sur beaucoup plus d'yeux, avec 130 yeux, même évaluation. Les évaluateurs étaient en aveugle du type de lentille, ce qui n'avait pas été le cas sur l'équipe italienne. Et on retrouve à nouveau une bonne qualité de la vision de loin et une amélioration des performances visuelles en vision intermédiaire, notamment non corrigées.
Et ça, c'était sur des cibles à l'émétropie sur les 2 yeux, sans parler du tout de microbascule ou d'anisométropie. En vie réelle, nous, à Bordeaux, à la clinique Thiers, on est un centre où il y a 8 praticiens qui consultent, on est une vingtaine d'opérateurs, ça représente un volume de cataracte de 5000 patients à peu près à l'année. Et donc j'ai repris tout simplement le volume avec l'aide du labo JNJ, d'un plan qui avait été commandé à la clinique. Vous avez en vert clair les implants Technis, en vert foncé les implants Technis toriques, ce sont les monofocaux. Et on voit en bleu ciel arriver en 2019 l'implant iEnt, et en bleu foncé arriver à partir de 2021 l'iEnt torique. Et donc on voit bien un remplacement au fur et à mesure dans la pratique de l'ensemble des chirurgiens, ça c'est pas du tout ma pratique, c'est la pratique de l'ensemble des chirurgiens du centre, un basculement complet de nos monofocaux traditionnels vers ce monofocal amélioré, parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait, on n'a pas de surcoût pour le patient dans le modèle économique qui nous est proposé par Johnson & Johnson. Le patient, il n'est pas spécialement informé, on ne perd pas de temps à l'informer en consultation, et on ne peut avoir qu'un gain sur la vision intermédiaire, voire même éventuellement un petit peu de vision de près si on veut faire un peu de microbascule. En termes de répartition des toriques, on a à peu près 70% de T2 et T3, 25% de T4, T5, et après c'est marginal sur le reste, ça correspond tout à fait à la littérature qui est décrite. Et moi j'ai essayé de trouver un petit peu de littérature sur pourquoi cet implant, parfois il va donner un résultat satisfaisant en vision intermédiaire, voire même un petit peu en vision de près, et pourquoi parfois ça ne marche pas du tout. Ça, c'est une étude sur banc optique qui est parue dans le JRS en fin d'année dernière, où en rouge, on a la puissance effective de l'implant en fonction de la taille pupillaire qui est en abscisse en bas. En rouge, on a un implant de 30 dioptries, en noir, un implant de 20 dioptries, et en bleu ciel, on a un implant de 10 dioptries. L'idée, c'est d'essayer de voir si les performances optiques sont les mêmes selon la dioptrie. Et on voit qu'on a une tendance à avoir un effet d'addition qui est un petit peu moins important sur les implants de faible puissance, ce qui peut, par exemple, expliquer qu'on ait une vision intermédiaire un peu moins performante avec un iEnt si c'est chez un myope fort avec un implant de faible puissance. Au niveau de la qualité optique, pas de différence particulière. En revanche, on a une petite variabilité réfractive selon la dynamique pupillaire. En pupille scotopique, on a tendance à avoir un résultat légèrement hypermétropique, et au contraire, au fur et à mesure que la pupille se constricte, on va voir l'addition d'une dioptrie qui va apparaître. Ça peut expliquer aussi les petites variations des performances visuelles. Là, je vous remets juste un papier de Canellopoulos qui montre la répartition des tailles de pupilles photopique et scotopique avant la chirurgie à gauche, après la chirurgie de cataracte à droite. Et donc, si on a un patient qui a une très petite pupille, on va perdre l'intérêt de l'implant en profondeur de champ. A contrario, si on a un patient qui garde des pupilles photopiques assez larges, on peut aussi perdre le réflexe myosis, accommodation, convergence. Et dernier point dont je me suis rendu compte en faisant un petit peu de bibliographie dont je n'avais pas nécessairement la notion, c'est un papier qui là traite des multifocaux. Donc on sort un peu du sujet, mais c'est pour vous expliquer le concept. La puissance effective d'un implant multifocal, si on a un implant multifocal d'addition de plus 350 par exemple, sa puissance effective qui va correspondre à la distance de lecture réelle va dépendre de la position effective de l'implant dans l'œil. Plus l'implant va être proche de la cornée, plus la distance effective va être courte. À l'inverse, plus on a un œil long, plus on a une distance effective de l'implant qui est importante, plus l'implant est loin dans l'œil, plus la puissance effective de l'implant va être faible. Et donc on peut avoir pour un même implant, un même patient, une distance de lecture qui va varier de 45 cm à 62 cm si on passe d'un œil de 20 mm de longueur axiale à 26 mm ou d'une ULP de 4,5 à une ULP de 7,5. Donc ça explique une dispersion des résultats sur des multifocaux classiques. On peut donc forcément largement comprendre que sur une petite addition d'une dioptrie qui est déjà pas très importante, si on perd 50% de l'efficacité parce qu'on a une chambre profonde et un implant de petite dioptrie, on se retrouve avec une efficacité de monofocale améliorée qui disparaît complètement. Ce qui peut expliquer pourquoi on a des résultats qui sont plus favorables avec ces monofocaux améliorés sur des yeux petits ou des puissances dioptriques importantes. Pour le comprendre, des formules très simples, je vous laisse vous rapprocher de ces messieurs qui ont largement bossé sur le sujet et que je remercie au passage pour la qualité de leurs travaux. Pour moi, la plateforme Technis, c'est une plateforme éprouvée. La constante est juste. On a ce qu'on cherche à obtenir en termes de résultats d'équivalence sphérique. Le biomatériau est de qualité, c'est un matériau hydrophobe, c'est très stable, il n'y a pas de glistening. Je ne promets rien aux patients qui, la plupart du temps, n'est même pas informé du caractère amélioré de ce monofocal. Aujourd'hui, on est tout à fait d'accord pour dire qu'on doit faire la chirurgie réfractive de la cataracte. Je passe sur la biométrie de qualité, la correction de tous les cylindres. Moi, je dois être aux alentours de 70-75% de toricité en chirurgie de cataracte. Dans ma pratique, j'ai trouvé avoir de meilleurs résultats quand je cible la première valeur positive sur l'œil dominant. L'idée étant d'avoir une zone d'atterrissage de l'hémétropie qui est comprise dans la profondeur de champ
minime de l'AIENS. Et je vais doser une petite micro-anisométropie, une micro-bascule en fonction de l'amétropie du patient initial. Je vais avoir tendance à cibler moins 0,25, moins 0,50 chez les hypermétropes et à forcer cette bascule jusqu'à moins 1,50, moins 2 chez les myopes. Il faut se méfier des pupilles soit trop larges, soit trop petites, et se méfier aussi des cornées hyperprolates parce qu'on parle d'un implant qui module la sphéricité, ça apporte environ moins 1 micron d'aberration sphérique. Il y a eu une belle étude de Julien Coulet de Montpellier dans la revue de la clinique de la vision il y a quelques années. Et donc ces cornées hyperprolates qui ont une aberration sphérique pas très élevée, si on met trop d'aberration sphérique négative, on peut se retrouver avec quelques halos. Je vous remercie pour votre attention, et l'idée étant d'éviter de se faire allonger chirurgicalement les bras. Merci beaucoup. Et donc, nous enchaînons avec Vincent Dayen. Et donc, Vincent, tu vas nous parler des bonnes pratiques en chirurgie de la presbytie et prélaxe. Merci beaucoup, Béatrice. Merci au laboratoire de JNJ. On va essayer de continuer à démystifier. Donc la prélaxe, chirurgie réfractive, obligation de moyens et de résultats, hors nomenclature, pas de bon de transport, pas d'arrêt de travail. Et je vais vous parler un petit peu des causes d'échec pour essayer de les éviter. Donc les causes d'échec, il y en a 3. Le manque d'information, la décompensation de la surface oculaire ou décompensation cornéenne ou une décompensation de la vision binoculaire. Tout ça pour essayer d'éviter de vous retrouver avec ce type de courrier, de demande d'explantation d'un patient qui pourtant, comme vous le voyez, a des implants multifocaux bien centrés, sans PCO, qui a 10 dixièmes P2 sans correction, mais qui n'est pas bien. Donc, on va tout faire pour éviter cette situation. Alors, si je peux insister, le profil psychologique. On n'est pas psychiatre, mais il faut s'improviser un petit peu quand même avant de poser des implants multifocaux, parce que les profils un peu parano, il faut s'en méfier notamment. Donc, bien relever la liste des médicaments. Si déjà votre patient il a 3 neuroleptiques, il faudra peut-être le questionner un peu plus. C'est pas forcément une contre-indication, mais en tout cas, peut-être être un peu plus prudent. Attention aux attentes irréalistes, vous ne restaurez pas d'accommodation. Bien informé évidemment sur halo, baisse de contraste, sur la neuroadaptation qui peut durer quelques semaines et la notion de compromis. Enfin, je pense qu'il est quand même important d'informer le patient qu'il existe d'autres solutions que la prélex, notamment le presbylasique principalement. Il y a des patients qui peuvent ne pas avoir envie d'avoir une chirurgie intraoculaire. Il faut l'informer aussi de façon cruciale du risque de retouche, que ça ne soit pas vécu comme un échec si vous êtes obligé de mettre un implant piggyback ou de faire du laser selon les pratiques, et l'informer que c'est une chirurgie intraoculaire avec ses risques inhérents que vous connaissez. Donc les indications de la prélex, idéalement, plus on se rapproche de l'âge de la cataracte, plus on a de chances d'avoir un patient qui a fait son DPV et moindre est le risque de DR. Personnellement, je ne dépasse pas des hypermétropes de 4 dioptries. Généralement, quand on émétropise un hypermétrope de 5 ou 6, déjà, il est ravi. Et l'astigmatisme doit être régulier. J'insiste un petit peu, je vous montrerai pourquoi. On fait une topographie systématique. Et attention aux émétropes. Les émétropes, il y a différentes stratégies. Ne pas hésiter à faire une stratégie en lentille pour voir comment sera supportée la multifocalité. Et personnellement, la stratégie que j'utilise maintenant depuis quelques temps, c'est la stratégie monoculaire. On commence avec un œil, l'œil dominé, on peut mettre en multifocal. Et si le patient est content, on peut en rester là. Comme ça, on lui laisse son œil dominant en VL et tout le monde est content. Chez les myopes, personnellement, ma pratique personnelle, c'est pas de prélex, mais dans la littérature, il y en a qui en font. L'interrogatoire, donc comme je vous ai dit, antécédent, traitement, évidemment, aller chercher un antécédent de LASIK, il va y avoir de plus en plus de patients opérés de chirurgie réfractive. Les antécédents orthoptiques, aller chercher une rééducation dans l'enfance, de syndrome sec, d'allergie. Les traitements, si c'est déjà un patient qui met des larmes, attention à la surface oculaire et un petit questionnaire OSDI, ça occupe les patients dans la salle d'attente. L'examen réfractif doit être complet et l'examen à la lampe à fente soigneux pour aller chercher la petite opacité, ici un petit nodule de Salzmann, une dystrophie de Kogan qui, si elle décompense, pourrait être très gênante, une cornéa guttata et éventuellement, même en examen de cornée, la sensibilité cornéenne. Ce patient qui a eu un implant trifocal torique, avec encore une fois un patient pas satisfait. Pourquoi ? Parce que, comme vous pouvez le voir,
il a des opacités superficielles qui sont aux dépens de la Bowman et qui lui créent cet astigmatisme irrégulier qui empêche la bonne utilisation de la multifocalité. Donc, on peut opérer ces dégénérescences nodulaires de Salzmann avec des grattages, plus ou moins laser, selon les habitudes, et restaurer une bonne surface oculaire et diminuer l'astigmatisme. La sécheresse oculaire. S'il y a un point important, c'est vraiment de faire un examen soigneux de la sécheresse oculaire. Et on peut s'aider d'une interférométrie de la surface. Et donc voilà, je reprends donc, les yeux de notre patient, c'était cela, avec une dysfonction des glandes de Mébomus, c'est un gros syndrome évaporatif. Et j'aime bien montrer cette vidéo parce que j'utilise volontiers l'Orbscan pour, quand j'ai un doute, par exemple, sur la surface oculaire, je fais moi-même l'Orbscan et je regarde comment se comporte l'émir du Placido. Et là, vous pouvez voir qu'il y a, au bout de quelques secondes, une rupture d'émir parce qu'il y a une surface oculaire, il y a un film lacrymal qui est vraiment pas de bonne qualité, ce qui va causer des astigmatismes irréguliers et une non-utilisation ou mauvaise utilisation de la multifocalité. Le patient, quand il cligne des yeux, quand il se met une larme, il verra bien de loin, bien de près, mais tout le reste du temps, il sera pas bien. La topographie, comme je l'ai dit, elle est systématique et bon, alors sur le pentacam, on va utiliser des indices qui sont intéressants, notamment les aberrations cornéennes totales qui doivent être idéalement inférieures à 0,3 et l'angle kappa. Alors il y a des publications qui remettent un peu ça en compte, mais idéalement, si on a une distance entre l'axe visuel et l'axe pupillaire inférieure à 0,4, on est un peu plus confortable pour poser un implant multifocal. La microscopie spéculaire, comme avant chirurgie de cataracte, et éviter une décompensation endothéliale. Et enfin, un petit bilan oculomoteur, notamment s'il y a des antécédents d'amblyopie strabique, on a un risque de CRA, donc de correspondance rétinienne anormale, qui va complexifier la neuroadaptation. Et dans ces cas, il vaut mieux éviter, à mon sens, la multifocalité. Enfin, la biométrie, très importante. Mon petit conseil, on va dire, avec les implants Synergie que je mets pour toutes mes chirurgies en multifocalité, c'est plutôt d'aller cibler une dioptrie légèrement positive, parce que c'est un implant que je trouve légèrement myopisant. Et en tout cas sur l'œil dominant et sur l'œil dominé, pourquoi pas viser les métropies. Au pire, on se retrouve avec moins 0,25 et le patient sera encore mieux de près. Attention en cas d'antécédent de presse bilasique, le moindre décentrement d'implant risque d'être très très gênant, donc ça reste assez touchy de faire de la multifocalité en cas d'antécédent de presse bilasique, mais on commence à avoir cette demande. Les erreurs sont souvent liées à la kératométrie, donc ne pas hésiter à confronter plusieurs méthodes de mesure. Ici, on peut utiliser ce graphe du pentacam et faire la moyenne des kératométries des 3 mm centraux. Comme vous l'a dit le professeur Kochner, multifocalité torique dès 0,75 dioptrie, impérativement. Alors, je terminerai cette présentation avec quelques petites étapes chirurgicales. L'incision limbique directe, et si elle saigne un peu, c'est tant mieux, ça évitera encore plus le risque infectieux. Une incision comme celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est trop cornéenne, qui va majorer un astigmatisme qui n'était pas initialement éligible à un multifocal torique, mais qui le devient. Donc vous allez devoir y retourner et mettre un piggy bag torique. Le capsulorhexis, idéalement 5,5. Si vous avez la chance d'avoir un microscope équipé d'un système Callisto, vous pouvez précalibrer votre capsulorhexis et éviter de faire un capsulorhexis trop grand ou trop petit. Pourquoi c'est important ? Parce que si vous faites un capsulorhexis trop petit, vous avez encore plus de risque d'avoir un capsulophimosis, comme chez cette patiente, avec un implant qui aura tendance à tilter en postérieur et être hypermétropisant, et une mauvaise utilisation de la multifocalité normale avec le capsulophimosis, et vous allez devoir faire, comme je lui ai fait, du YAG sur la capsule antérieure, ce qui est plus ou moins agréable, mais c'est faisable. Patiente qui était très mécontente avant YAG et finalement assez contente après. Un capsulorhexis trop grand va risquer de faire basculer votre implant en avant et donc de myopiser. Donc, dans ces cas-là, encore une fois, c'est pour ça que je le précise bien en début, bien informé que, oui, s'il y a une reprise, une retouche, laser ou un plan add-on, c'est pas la fin du monde. Et finalement, les patients sont assez contents avec ces implants add-on qu'on va mettre dans le sulcus.
Enfin, la phaco, elle sera la plus douce possible, économe en ultrasons. Attention, c'est des cristallins qui ne sont pas encore cataractés, donc ils ne sont pas forcément très épais, il faut éviter de les traverser. Et le cracking, dans ce cas-là, est possible, mais s'il n'est pas possible, il faudra faire une phacoaspiration. Le polissage capsulaire. Très important de de faire le polissage de ces patients. Il y a pas mal de publications qui montrent que plus on enlève de cellules épithéliales, moins on a de risque de PCO, de capsulophimosis et de décentrement. Donc prenez le temps de polir la capsule antérieure et postérieure de ces patients. C'est pas très long et ça rend service. Et enfin l'implantation. Alors voilà, le système d'implant du Synergie ou DFR, c'est un vissé, donc il faut aller assez vite, je trouve, pour pas risquer d'avoir un implant qui ressort. Voilà ce que j'avais à vous dire pour démystifier. J'espère que ça vous aura été utile. Moi, j'en doute pas. Je pense qu'on a bien traversé l'aventure des implants. On peut quand même souligner au passage et rendre hommage quand même. Johnson & Johnson, très avant-gardiste dans l'optique. Et on sait que vous nous annoncez un truc encore révolutionnaire. Donc, on va guetter ce produit qui vise, ce qu'on a compris, sur la continuité du défocus. Et merci, messieurs. Je pense que votre approche pratique et votre expérience sont riches pour tout le monde ici. Vous avez survécu. C'est une journée difficile. Il fait en plus très chaud par ici. On vous souhaite de bien terminer votre journée. On compte sur vous demain. Et merci encore pour ce sapot en couleur de bouquet final pour la journée. Merci beaucoup.